les premiers scénarios étaient signés Macchio et Le Tendre, qui sont des grands noms qu'on connaît, hein, des scénarios de bande dessinée. Alors, je crois que c'est sur les 2 ou 3 premiers. Vous les avez signés en fait à 3. C'était donc Oui. 3 auteurs concrets. Et ensuite, donc, vous avez pris le relais d'une certaine manière tout seul. Comment ça s'est passé ce premier travail avec des scénaristes ? Les choses sont passées tout naturellement. En fait, à l'origine, Macchio et moi sommes de Dunkerque et nous avons créé ce personnage. Et en 80, donc je précisais, et Serge Le Tendre est venu très rapidement prêter main forte à Macchio, enfin à la demande de Macchio. Et moi, je m'en occupais absolument pas. C'est-à-dire, je ne faisais que dessiner. C'est-à-dire, je dessinais ce qu'on me donnait à faire. Bête et discipliné. Et puis, pour des raisons matérielles, c'est-à-dire qu'à l'époque, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ont pu oublier, ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'en fait, un Parisien et un Dunkerquois, c'était quand même pas facile les communications. Internet n'existait pas, le téléphone était très cher et le tram était un temps fou. Et il fallait 3 changements pour faire le... Donc voilà, Serge Le Tendre comment dirais-je, a jeté l'éponge très rapidement. Et il restait Macchio. Donc il m'en restait plus qu'un dont je devais me débarrasser. Puisque c'est une histoire policière, pour toucher plus de droits d'auteur, donc ça n'a pas été facile, il s'est accroché un peu, mais j'ai fini par avoir sa peau aussi. Alors, ce qui fait que maintenant je suis riche. Comment il est né ce personnage ? Alors il est né de l'imagination, donc vous disiez de Macchio et de Le Tendre, mais vous n'avez pas du tout participé à sa création ? Si. Non, soyons précis. On travaillait ensemble, Pierre, Macchio et moi, dans le même atelier. Depuis, on a fait nos premières armes comme ça, on faisait des tas de choses qui n'avaient aucun succès d'ailleurs. Et un jour, je lui ai dit, écoute Pierre, tu vas me faire un scénario d'un détective privé. Les histoires vont se passer à Paris, je vois bien, tu vois, un type qui se prendra un peu pour Humphrey Bogart, mais en fait, il a 20 ans, le chapeau mou impair, mais il n'a pas les épaules, quoi. Et je dis, t'as le temps, tu vois, tâche qu'à demain. Et l'enfoiré, là, et le lendemain, il est revenu avec une idée. Il était bon, lui. Hein. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et le lendemain, donc, on a commencé à peaufiner la chose. J'ai cherché graphiquement ce que ça pouvait donner. J'en ai fait un personnage qui était moustachu au départ. Et donc, Pierre a décliné le truc en disant que moustachu, c'était pas bien parce que ça faisait méchant. Donc, vous imaginez un peu ce que je lui ai dit. Cela dit, il avait raison, j'ai retiré la moustache et ça a donné Jérôme, quoi. Et le Solex, parce que étudiant attardé, tout ça, il n'avait pas son permis. Le vélo, c'était pas suffisamment original, voilà. Donc c'est comme ça que ça a été créé. Et là-dessus, effectivement, j'ai dessiné 6 pages qu'on est allé présenter chez Dupuis. Spirou l'a pris, enfin le rédacteur en chef de l'époque, Alain Decoeche. Et là-dessus, Pierre Macchio, qui allait souvent à Paris, a fait la rencontre de Serge Le Tendre et il a demandé de continuer avec lui à faire le découpage de la série. Alors c'est un personnage qui a donc, on le disait, presque 30 ans. Hein. Eh oui. Et c'est un personnage qui, alors, vous disiez effectivement qu'il ne vieillit pas. Il a grosso modo toujours le même âge, mais c'est un personnage qui a évolué quand même depuis les premiers volumes. C'est un personnage qui a mûri dans sa relation notamment amoureuse. C'est un personnage qui mûrit, ça vous l'avez ressenti ça, en construisant ce personnage, que même s'il ne vieillit pas, il évolue, il mûrit, il a un regard différent un petit peu sur les choses. Oui. C'est pas intentionnel évidemment, mais je pense qu'à notre insu, un personnage mûrit de toute façon. Et puis il faut remarquer une chose, c'est-à-dire que c'est une singularité d'un personnage qui en âge ne vieillit pas, mais dont les décors changent. Finalement, les voitures des années d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes de maintenant, les décors ne sont pas les mêmes. Entre-temps, le téléphone portable s'est développé, généralisé. On a Internet maintenant. Il y a 30 ans, tout ça, ça n'existait pas. Le téléphone, c'était avec un fil. Et puis voilà, si on changeait de pièce, on n'avait plus de téléphone, quoi. Alors, les intrigues... La belle époque. Les intrigues doivent évoluer aussi en fonction évidemment de cette évolution. Les premières intrigues donc, qui étaient donc, scénarisées, comme vous le disiez, par Macchio et Le Tendre, c'était des intrigues donc, de facture finalement assez classique, hein, c'est-à-dire un tueur. Les premiers, c'était aussi souvent un tueur mystérieux, c'était ce qu'on appelle du whodunit, hein, c'est-à-dire il faut trouver un tueur, etc. Oui.
Et là, on voit que ça évolue. C'est-à-dire que vous, votre intérêt, il se porte moins finalement sur une enquête policière classique que la création d'une atmosphère, que l'étude de personnages. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché particulièrement? Je vous avoue que j'ai pas trop étudié le problème. Je ne suis pas trop penché sur mes intentions. Peut-être y a-t-il un peu plus un contexte social. Oui, en fait, je fais une BD à un petit budget avec des figurants autour de moi. Donc, je raconte des histoires de proximité avec des gens qu'on peut rencontrer dans la rue. À mon avis, ça doit venir en partie de mon passé de facteur. J'ai été pendant 2 ans facteur en quittant le lycée, avant de gagner ma vie avec la bande dessinée. Et ça a dû me marquer. Je pense que ça m'a marqué. Rentrer chez les gens, distribuer le courrier, parler avec les gens, découvrir leur intérieur, leur intimité. Et ça, c'est mon fonds de commerce, en fait, pour Jérôme. Ouais. Justement, alors sur le cadre, vous parliez du cadre. Alors la plupart des intrigues se déroulent à Paris. Jérôme habite à Paris. Je crois que d'abord il habite du côté du 18e arrondissement, je crois. Hein, c'est ça, oui. Du côté de la rue Lamarck ou de la rue Colincourt. C'est ça, oui. Hein. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de situer l'action spécifique dans ce quartier qui est un quartier à l'origine populaire, qui le devient de moins en moins aujourd'hui, mais qui était un quartier à l'origine assez populaire? Vous savez, les choses s'expliquent tout simplement. C'est qu'on a toujours d'ailleurs, on a un ami qui s'appelle Jackie Robert, qui est coloriste, et il se trouve qu'il habitait à l'époque le 18e arrondissement, et j'avais la clé de chez lui, tout simplement. Donc il me disait, tu passes quand tu veux, puis tu rentres. Si je suis pas là, tu t'installes. C'est ce que je ne privais pas de faire. Donc régulièrement, je faisais des passages à Paris. Et du coup, je sillonnais le 18e arrondissement, puisque c'était son lieu de chute. Et puis, pourquoi se compliquer la vie? J'avais un arrondissement à ma disposition, pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà, vous voyez, tout ça, c'est simple, en fait. En même temps, c'est un arrondissement qui se prête assez bien à des enquêtes policières, parce qu'il y a des escaliers, il y a des coins, des recoins. Vous êtes un lecteur vous-même de romans policiers ou de ce genre particulièrement pour... En fait, j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que au bout de quelques albums de Jérôme, je me souviens d'un de vos collègues qui m'a posé cette question. Et j'ai été obligé de lui répondre que non. En fait, je ne lisais pas de romans policiers. C'est-à-dire, j'avais une vague idée je me faisais une sorte de mythologie autour du film américain, du film noir, avec Humphrey Bogart, Robert Mitchum. Vous voyez, ces choses des années 40, 50. C'est des bijoux, des films fantastiques, noirs et blancs, où ils avaient inventé un genre. Mais de ça, à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas de magnétoscope, tout ça. J'avais peut-être vu 3-4 films de ce genre. Ça a sans doute suffi à mon fonds de commerce, comme je disais. Maintenant, quant aux lectures, j'avais peut-être lu 1 ou 2 Maigret, quelques San Antonio, et ça se limitait à ça. Donc en fait, c'est quand on m'a... j'ai eu une sorte de révélation, je dis mais oui, c'est vrai, en fait, j'ai jamais lu de romans policiers, il faudrait que je m'y mette. Et le type qui m'avait questionné à ce sujet, il a été sympa. En fait, il m'a fait une liste de ce qu'il pensait être incontournable dans le genre, essentiellement des auteurs américains. Et donc, scolairement, j'ai pris cette liste, je suis rentré chez moi et puis j'ai commencé par ordre alphabétique à les lire. Et ça a été effectivement une grande découverte. Et maintenant, je suis très féru de romans policiers, notamment américains. Et suédois en ce moment, oui. Il y a quelques grands suédois quand même. Ouais. Et justement, alors est-ce que le fait de lire ces romans, est-ce que ça a modifié un petit peu votre manière de concevoir les intrigues de Jérôme, ou pas du tout finalement? Ça n'a pas eu d'impact en fait sur la manière de construire une ambiance, de construire une intrigue? C'est une question difficile. J'ai l'impression que peut-être ça m'a aidé à me détacher un peu du whodunit, c'est ça que vous disiez, de ce style un peu recherche du coupable à la Agatha Christie, quoi. Ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que l'histoire s'avance. Et en avançant, on nous présente des personnages et après tout, très vite, on a une idée de ce qui s'est passé. C'est plutôt le mobile qui est intéressant et en tout cas, comment les gens vont réagir. Donc je pense que il y a quand même quelques auteurs américains qui ont dû m'influencer, mais indirectement, oui.
Alors vous êtes originaire du Nord, vous vivez dans le Nord, Oui, et il y a Dunkerque. les intrigues, parce qu'il y a des intrigues délocalisées, je dirais, de Jérôme K, Jérôme Bloch. Alors il y en a eu notamment à Londres, enfin il y en a eu, mais il y en a aussi eu pas mal dans le Nord. Ça c'était quelque chose que vous vouliez faire, donc situer quand même quelques intrigues spécifiquement dans le Nord que vous connaissez bien. Je tenais pas spécialement à ce que ça se passe dans le Nord, mais en fait, c'est l'intrigue qui décide de l'endroit où ça va se passer. Trouver une intrigue, je vous avoue que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, quoi. Il faut déjà beaucoup travailler. Donc une fois qu'on a une idée, l'idée impose un endroit, un lieu, et le lieu, ben voilà, ça sera celui-là, point, quoi. Donc si c'est Paris, c'est Paris. Si c'est Dunkerque, ça peut être Dunkerque. Si ça peut être Dunkerque, ça sera Dunkerque. Mais je me force pas. Donc il se trouve effectivement que je suis imprégné de l'atmosphère du Nord. Donc de toute façon, même quand les histoires se passent à Paris, si les gens du Nord se rendent compte qu'en filigrane, il y a quand même une atmosphère à la Dunkerquoise, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit crachin, il y a un peu de vent, il y a une atmosphère un peu mélancolique. En même temps, je véhicule un peu des lieux communs parce que Dunkerque, c'est quand même beaucoup plus ensoleillé qu'on croit, mais disons que c'est les jours de pluie qui m'intéressent pas pour le polar. Donc, et quand je me perçois que quand je dessine une banlieue parisienne, eh ben, écoute, c'est de Dunkerque que je m'inspire. Merci beaucoup Alain Daudier pour cette présentation, et puis bonne chance pour le palmarès. Merci bien.